Bonjour la Dream Team, je suis dans un endroit particulier, vous savez que souvent je vous donne rendez-vous au sommet et là je suis à Cancun, au sommet de Cancun, c'est-à-dire que vous le voyez pas mais moi je l'ai, j'ai à côté de moi une légende vivante de cet univers du marketing relationnel et on est chez lui tout à fait en haut, au dernier étage d'un gratte-ciel qui surplombe la baie de Cancun et je suis mesdames, messieurs avec quelqu'un qui a été le premier à rentrer dans le Hall of Fame, si on peut dire le Business Atom que vous connaissez tous maintenant, qui est le classement mondial des networkers, c'est le premier français qui est rentré dans le classement, c'est celui qui a eu le plus haut niveau et j'ai la chance d'être chez lui, j'ai la chance de vous offrir cette interview exclusive et on va pouvoir rentrer un peu dans le mindset d'un champion. Mesdames, messieurs, Magic Michel Destruel. Merci beaucoup Richard, ça me fait plaisir de t'accueillir. C'est un plaisir d'être chez toi et bienvenue à tous. Alors, plusieurs questions, tu le sais, j'ai voulu faire en sorte d'offrir à notre équipe, et peut-être à plus large, hein, si tu as envie de le partager avec grand plaisir, d'offrir un peu une masterclass sur un aspect très particulier du leadership, qui est le fait de se dire comment on se positionne vis-à-vis, vous savez qu'il y a catégorie de tempérament, de profil de sociotype, on parle de couleur, on parle du fonceur, de l'analysant, du promouvant et du facilitant, et l'idée c'est que là on est en face de quelqu'un qui, je trouve, alors les autres couleurs bien entendu, c'est pour ça qu'il réussit à très haut niveau, mais il a au départ une couleur fondamentale, on va dire, qui est la couleur rouge, c'est-à-dire que c'est un gagnant, c'est un compétiteur, il a aussi dans une ancienne vie eu des titres à ce niveau-là, donc il a ce profil de ces gens-là, vous savez, qui tirent une industrie vers le haut, il en fait partie et je crois qu'il l'incarne peut-être mieux que n'importe qui. Dans la francophonie, j'ai avoir du mal à trouver quelqu'un qui l'incarne aussi bien que toi. Michel, raconte-nous tes débuts dans le marketing réseau. Alors, pas l'histoire qu'on connaît, mais l'histoire de l'intérieur, du rouge que tu es, du fonceur, du challenger, du compétiteur. Comment tu démarres, comment tu te fais challenger dans le marketing de réseau? Alors, moi, déjà, je suis rouge, oui, mais je n'ai pas spécialement le déclic quand je me lance. C'est-à-dire, je me lance, il faut investir un peu d'argent. La plupart des gens, quand on se lance en marketing de réseau, ils se posent la question, c'est bizarre, il faut payer pour travailler. Moi, j'avais pas du tout ça, je trouvais que c'était pas cher en fait pour se lancer. Donc ça crée un conflit, déjà premier conflit à ce niveau-là. Alors donc je me suis dit, ou on me vend du rêve, ou alors je suis passé à côté de quelque chose. J'ai acheté des bouquins de marketing de réseau. J'ai compris, j'étais passé à côté d'une industrie qui tient la route. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que je ne suis pas coachable. Comme tu sais, je démarre. Alors, j'avais une force, c'était la force mentale. Je lâche rien, hein, d'habitude. Je lâche pas. Mais par contre, j'étais vraiment pas coachable. J'avais un problème d'ego, j'ai pas honte de le dire aujourd'hui. Ma upline avait 9 ans de moins que moi. Et il venait vraiment du milieu salarial, alors que moi, même si j'avais été salarié dans le passé, j'ai monté 5 sociétés en France, le système traditionnel. Et donc par ego, même s'il était numéro 1 Europe de ma compagnie à l'époque, eh bien, j'acceptais pas qu'il me dise donne des conseils. Donc il me disait fais blanc, je faisais noir, fais noir, je faisais blanc. Voilà. Mais bon, à un moment donné, hein, quand on n'est pas coachable, on se prend des murs. Des murs, j'en ai pris, ça fait mal. Et il y a 2 solutions. Ou on abandonne comme un lâche, ça, la plupart des gens ils connaissent, hein, ils abandonnent facilement. Le niveau de résilience aujourd'hui de l'humain est très bas, donc ça c'est le problème, c'est un gros problème justement de fond. Mais moi j'avais une force, c'est que je ne lâche pas. Et donc du coup j'avais que 2 options, où j'abandonne, où je deviens l'être le plus coachable de la planète. Mais vraiment le plus coachable. C'est-à-dire là il n'y avait pas de demi-décision, je devais vraiment tout changer. Et là, j'ai décidé d'être super coachable. Et là, tout d'un coup, tout a fonctionné. Alors, on va y aller. Ouais. Avant ça, quand tu prends des murs, ouais. tu as en mémoire des choses comme ça, au bout de combien de temps tu prends des murs? Ça a duré, non, mais ça a duré plusieurs semaines, plusieurs mois même. Hein. Plusieurs mois, peut-être, 2-3 mois quand même. 2-3 mois. On te dit d'inviter d'une façon, tu fais l'inverse. Okay. Tu dis, il dit n'importe quoi. Je vais expliquer, je connais mieux la personne que lui. Donc je vais lui expliquer, c'est un ami à moi. Puis en fait, non, préjugé. Moi, je me rappelle à l'époque, on disait, parce qu'on était quand même attaqué sur Google, sur les forums, tout ça. Très souvent, les compagnies sont attaquées d'ailleurs sur des forums. On m'avait dit, il ne faut pas donner le nom de la compagnie. Moi, je dis tout, je donne le nom de la compagnie. Et là, on me dit, ah, mais je connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui l'a fait, ça n'a pas marché pour lui. Et là, j'ai compris en fait que les gens, parce qu'ils connaissent quelqu'un qui a fait, ils vont pas faire. Moi aussi, je connais quelqu'un qui a monté un restaurant qui a coulé, et l'autre qui a fait de l'argent, qui a monté une franchise.
Et je ne fais pas parce que lui a fonctionné ou pas fonctionné. Je fais parce que je le ressens ou pas, tu vois, c'est tout. Et là, je me rends compte que les gens sont très influençables à ce niveau-là. Et là, je me suis juré que plus jamais je dirais le nom de la compagnie. Alors déjà, tu vois, et donc j'ai eu plein de challenges, des gens qui, même qui rentraient dans mon organisation, et comme j'avais la mauvaise attitude, la mauvaise communication, eh bien ils en ressortaient aussi vite. Parce que c'est ça aussi. Là, tu parles des couleurs du leadership, Richard. Donc il y a le rouge, ma couleur dominante, le jaune, le vert et le bleu. Moi j'aime bien aussi les... parce qu'on est à Cancun, j'aime bien parler des animaux. Oui. Tu vois, requin, le rouge. Les oursins, donc ceux qui réfléchissent un peu trop. Hein, on va en parler. Et après, bien sûr, baleines, ceux qui aiment aider les gens, et les dauphins, ceux qui kiffent la vie. Ouais. Bon, mais c'est vrai que il faut savoir adapter sa communication. Et moi, au début, j'avais pas ça. Moi, j'étais le chef d'entreprise un peu con sur les bords, tu vois, où j'avais l'impression d'avoir les gens en CDI, c'était où tu fais ce que je te dis, ou tu dégages. Et ça, c'était j'avais un gros problème. J'avais pas de psychologie, et surtout, je n'avais pas compris que le marketing de réseau, c'est pas entrepreneur dans le système traditionnel. C'est vraiment l'opposé. Là, il n'y a pas de CDI, de CDD, c'est vraiment des indépendants. On marche vraiment sur des œufs. Je le dis souvent, il faut être un caméléon, il faut savoir adapter sa communication. Et au début, je ne l'ai pas. Et j'ai ce déclic d'ailleurs avec un bouquin qui s'appelle l'AMR de David Barber. Oui. Je crois que c'est le bouquin sur le leadership, le bleu. Je suis au Gros d'Agde, pas au Cap d'Agde, hein, au Gros d'Agde, à côté. Je me rappelle toujours sur ma chaise pliable là, sur le sable, sur la plage. Et je découvre ce bouquin, et pour moi, c'est une révélation. Et là, j'ai compris comment il fallait que je change ma psychologie. Donc ça a été tout un processus, du moment où je n'étais pas coachable, où j'allais dans le sens inverse de tous les conseils. Et vraiment, peu importe le leader que c'était, j'allais au sens inverse. C'est un problème d'ego, un problème de coachabilité. C'est-à-dire tu allais sur des événements, tu voyais des leaders, des top leaders peut-être internationaux, et à ce stade-là où c'était vraiment au tout début, non, c'était au tout début. Donc tu ne les voyais pas encore, cela. Au tout début, dans les 2-3 premiers mois, j'écoutais pas du tout ma upline, qui avait du succès, numéro 1 en Europe de la compagnie. Je ne l'écoutais pas. C'était l'ego qui prenait le dessus, et malheureusement, ça me dirigeait droit sur un mur. Donc tu as ce switch, comme tu viens de nous raconter, et il se passe quoi à partir de là? Alors j'ai un switch, je te racontais quand même, parce que ça tout le monde ne le sait pas. J'ai un switch parce que le gars qui s'occupait de moi, c'était pas mon parrain, c'était le gars au-dessus, qui avait déjà aussi un peu de réussite, il faisait des sous, mais parce que moi en fait j'ai pas démarré de suite. Je raconte aux gens souvent j'ai démarré de suite pour que ça aille vite, parce que sinon il passe 20 ans. Mais en fait j'ai démarré au bout de 4 semaines. Parce que moi je croyais pas en fait la personne qui vient me voir, qui me parle de ça. Il était super excité, on va gagner plein d'argent. Ok, super. Bon, c'est du marketing de réseau. Moi je pense à Tupperware. Bon, ok, c'était pas super encourageant pour moi pour me lancer. J'avais ma tante, comme tu sais, qui a fait Tupperware. Bon, je me voyais pas faire ce style de truc. Mais moi je pensais qu'il y avait que lui qui faisait ça. La semaine d'après il vient, il me dit c'est 500 balles. Donc là, du coup, je pense qu'il m'escroque, qu'il veut m'escroquer parce qu'il ne m'avait pas dit la fois d'avant. Donc je l'esquive et au bout de la 3e semaine, je me dis, je vais le piéger. Je pense qu'il n'y a que lui qui fait ça. Donc je lui dis, écoute, tu sais ce qu'on peut faire? Passe-moi quelqu'un qui a du succès dedans et puis on voit. Et moi, je pensais qu'il n'y avait personne. Et il appelle Paul. Il m'appelle Paul. Et là, je sens un gars posé, 50 balais, rentier dans l'immobilier, immobilier industriel. Et on prend rendez-vous pour le vendredi d'après. Je me rappelle, il vient, j'avais mon club de remise en forme moving, tu sais, et j'avais une baie vitrée de 16 mètres de long. Je voyais tout ce qui se passait sur mon parking, et je vois une Porsche cabriolet qui arrive, qui se gare, et je vois ce gars-là, d'une 50aine d'années, avec un petit polo Armani, tout ça, et puis il était très posé, et là j'ai démarré cash. Là j'ai compris. Et puis il venait tous les mercredis, donc moi j'étais pas coachable, donc liste de marché chaud, je touchais pas. Vraiment pas. Et en fait, j'avais trouvé un truc qui n'avait pas de sens, mais je me suis dit, comme il veut venir tous les mercredis présenter à des gens, mais je vais dire à mes commerciaux en bas, parce que moi j'étais à l'étage de mon bureau et mes commerciaux étaient en bas, je vais dire d'inviter ou des clients ou d'inviter des gens qu'on a reçus des CV. Et moi j'avais passé, ça c'est une histoire que je ne raconte jamais, j'avais passé une annonce où je voulais embaucher une directrice commerciale, on l'avait embauchée, mais j'avais reçu 700 CV. Wow. Je me dis, je vais en faire quoi de ça? Je dis, bon, les commerciaux, là, vous m'invitez tout le monde parce que j'ai Paul qui vient mercredi. Donc les gens, ils venaient,
Il pensait que c'était pour une embauche. Et Paul, il faisait, écoute bien ça, des présentations au milieu des machines de muscu le mercredi à 9 h le soir. Donc ça ne matchait pas. Il n'y a personne qui signait. C'était du grand n'importe quoi. Et en fait, Paul, un jour, au bout d'un mois, il en a marre. Il me dit, Michel, il faut qu'on fasse un truc là. Qu'est-ce qui ne va pas? Ma femme me met la pression. Je fais 100 bornes aller-retour tous les mercredis. Il faut qu'il y ait des résultats, quoi. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et là, je lui dis, bah, écoute, je ne sais pas. Moi, je n'avais pas spécialement les croyances à fond, tu vois. Vraiment. Je n'avais pas spécialement la vision. Et il m'avait proposé de me montrer combien il gagnait. Et je suis très parano. Donc moi, j'ai pas confiance les gens Photoshop, les trucs comme ça. Donc je dis, tu vois, tu as mon ordinateur, connecte-toi, il est au Crédit Agricole, je me rappelle, et il me montre. Et là, il commence à me montrer. Première semaine, je crois qu'il avait pris 7000, deuxième semaine, 9000, troisième, 11000, etc. Il avait fait plus de 20 000, 25 000 balles le mois. Et là, je regarde, je lui dis, mais c'est avec ça que tu as gagné ça. Moi, je ne gagnais pas ça avec mes centres mise en forme, où j'avais investi plus d'1 million d'euros avec des crédits par-dessus la tête. Ouais. Et là, ça a été le premier déclic. Là, je lui dis, écoute-moi, on reprend tout à zéro, qu'est-ce que je dois faire? Et là, il me dit, il te faut aller à un événement. Et il y avait un événement à Toulouse, puisque nous sommes de Toulouse, oui. je le précise, à côté du stade toulousain. Tu sais, tu avais, je ne sais pas si ça y est toujours, tu as où ils font la troisième mi-temps, c'est oui. Un chapiteau tout en blanc, tu vois. Ça, il est toujours. Et bien, en fait, la compagnie où j'étais avait loué ce chapiteau pour faire un événement. C'était plein. C'était le jour il y avait une tempête à l'époque, je me rappelle, etc. Et là, j'avais amené 2 personnes. Je me rappelle, ils ont passé l'événement à dormir, ces 2. Bon, ça ne m'a pas empêché d'ailleurs de les faire démarrer, mais ils dormaient ce jour-là, on va t'en savoir. Et là, j'écoute des leaders parler sur scène. Et là, écoute-moi, j'ai la vision. Je sais que ce jour-là, je deviendrai multimillionnaire grâce au marketing de réseau. Et ça a été vraiment le déclic. Je ne savais pas comment, encore, mais quand j'ai écouté leur histoire, d'où ils venaient, où ils en étaient et où ils allaient, je savais que j'allais le faire. Ça a été vraiment le premier déclic. Wow. À partir de là, comment ça s'enchaîne? Quand est-ce que tu connais le momentum? C'est le fameux moment où ça y est. Non, ça a été un processus. Ça a été un processus avec les hauts et les bas. J'ai appris vraiment, j'ai compris qu'il y avait une méthodologie à avoir. Il ne fallait pas baser tout que sur le leadership. Le leadership, c'est fondamental. Ça se travaille. D'ailleurs, je vous le dis, s'il y a des gens qui pensent ne pas avoir de leadership, il y a des solutions pour le travailler. Mais le leadership, c'est fondamental. Mais on ne pouvait pas axer tout que sur le leadership, parce que j'avais vu déjà des gens qui avaient de l'influence, mais ils ne savaient pas travailler. Donc sur les premiers niveaux, ça a de l'impact, mais derrière, tout s'effondre. Donc après, j'ai compris qu'il y avait besoin d'une méthodologie, des stratégies, et surtout, la psychologie. Donc c'était vraiment les 4 piliers que j'ai appris au fur du temps. Tu vois, comme quand je te disais, la psychologie, c'était pas bon, c'était pas bon. Ah, j'aime bien dire, j'avais le record des gens qui rentraient dans mon réseau et qui en sortaient au début. Tellement je leur disais des horreurs. C'était horrible. J'ai honte même quand j'y pense. Mais après, j'ai vraiment affiné ça. Tu vois, pour moi, un entrepreneur de haut niveau, vraiment, c'est comme un sportif de haut niveau. Tu vois, c'est le même état d'esprit où il y a vraiment une routine bien précise, il y a de la méthodologie, il y a de la psychologie et tout ça. C'est vraiment le même niveau pour moi. Hein. Donc ça a été un apprentissage. Hein. On ne devient pas champion olympique en 15 jours. Donc avec des hauts, des bas, des déceptions. J'ai appris beaucoup sur la psychologie humaine. J'ai appris que l'humain ment. Voilà, vraiment. Je me suis rendu compte que l'humain se ment aussi beaucoup à lui. Qu'il y a une grande différence entre ce qu'il dit et ce qu'il va faire, et que malgré tout, il ne faut pas lâcher. Tu vois, aime-le quand même, aide-le quand même. Oui, moi je pense qu'il faut aimer tout le monde. Voilà. Par contre, il faut travailler avec ceux qui vous prouvent qu'ils méritent de travailler avec eux. Parce que le problème dans cette industrie, il y a beaucoup de gens qui parlent beaucoup. On appelle ça des crocodiles, grande bouche, petite patte, et qui vont vous faire perdre beaucoup de temps. Moi, je perdais beaucoup de temps aujourd'hui avec des gens, pas qui n'en valaient pas la peine, mais ils avaient plus besoin d'une oreille pour les écouter que de quelqu'un pour les guider ou pour les faire passer à l'action. Et quand on parle de la loi de Pareto, souvent on fait l'erreur en marketing de réseau de passer 80% de temps avec les gens qui vous rapportent 20%, alors que c'est l'inverse. Hein. Passer du temps avec les 20% qui vous rapportent 80%. Mais au début, moi le premier, j'avais une petite équipe. Donc je me suis dit, j'ai pas envie de les perdre. Bon, ils sont gentils de me raconter ça, là. Pareto. Mais moi je voulais pas perdre mes gars. Donc je passais du temps, alors que c'est une heure. Et avec le temps, après on le comprend.
Petite équipe, c'était combien? Essaie de nous Non, mais quand je débarque, je veux dire, quand je te dis petite équipe, c'est quand au début j'avais 200, 300 personnes. Okay. Tu vois, moi, au bout d'un an, j'avais 1000 personnes actives, je précise. Au bout d'un an, 1000 personnes actives. Qui vend 1 euro de chiffre d'affaires, c'est ça, la définition d'actif? Non, oui, pour moi, actif, c'est quelqu'un où il fait des clients. D'accord. Où il construit son équipe, ou les deux. D'accord. Tu vois, mais actif, vraiment. Donc pour avoir ça, j'avais plusieurs milliers, je vous le dis de suite, parce que le ratio, c'est pas... c'est pas un pour un. C'est pas un pour deux ou un pour trois, je vous le dis. Donc, mais au début, ça a été dur. En fait, quand j'ai commencé à maîtriser ces 4 piliers, vraiment, j'avais le leadership. Le leadership, je l'avais. J'avais un truc. Il s'est étoffé avec le temps, mais j'avais quelque chose, je le savais. Et puis j'avais surtout un mental, je ne voulais pas lâcher. Et je savais. Du moment où j'ai eu le déclic, j'ai eu la vision, parce que moi c'est un événement qui m'a donné la vision, et c'est souvent le cas. Du moment où j'ai eu la vision, je savais que je le ferais. Je ne savais pas comment, mais je le ferais. Et donc après j'ai dû apprendre la méthodologie, avec les hauts et les bas. Les mauvaises méthodologies, puis après j'ai compris qu'il y avait les bonnes méthodologies, qu'il ne fallait pas réinventer la roue, que l'industrie nous apprenait comment travailler, et que l'ego, des fois, il fallait le laisser de côté et arrêter de se réinventer, de vouloir tout réinventer. Chose que j'ai fait au début, c'est pour ça que je me plantais. C'est pour ça que c'était un processus. Moi, ma première paie, ça a été 40 euros. Mais ces 40 euros ont changé ma vie. Ouais. Toutes les critiques que vous pouvez avoir, tous les gens qui essayent de vous faire arrêter. Moi, je me suis dit, si j'ai gagné 40 euros, en ayant fait ce que j'ai fait, en travaillant mieux comme un professionnel, en ayant de vraies stratégies, ben, je pourrais gagner 10 000, 100 000 par mois. Et c'est ce qui s'est passé. Mais ça a été un processus. Ça n'a pas été... Aujourd'hui, on est dans un monde où les gens pensent qu'on gagne de l'argent comme ça, sans difficulté, du jour au lendemain. Ouais, celui-là qui braque une banque, ouais, il gagne de l'argent du jour au lendemain. Mais il y a une difficulté déjà, et souvent le résultat, on le connaît, le résultat final, malheureusement. Donc ça, c'est un problème d'éthique. Et le problème, on trouve trop de gens aujourd'hui dans l'industrie, le mot éthique, on en a déjà parlé toi et moi, ils ne connaissent pas, le mot valeur, ils ne connaissent pas, et donc ils essayent de prendre des chemins de traverse pour... le problème, tu te fais rattraper toujours par la patrouille. Bien sûr. Voilà, donc... Si tu veux, j'ai appris de cette industrie, j'ai vu aussi on dit que c'est la franchise du pauvre, le marketing de réseau. Et c'est vrai que, mais c'est pas péjoratif quand on dit ça, mais c'est vrai que tout le monde peut y rentrer. Moi, je sais que quand j'ai monté mes centres de mise en forme à Mourine, c'était pas cadeau. Hein. Il a fallu en faire des banques. J'avais pas spécialement d'argent, il a fallu batailler. Donc déjà, tu as des filtres avec les banques, tu vois. Dans le marketing de réseau, tu as de tout. T'as de tout. Et quand je dis de tout, il y a vraiment de tout. Et donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aussi à qui on accueille dans son réseau. Et des fois, on ne sait pas qui on accueille. Donc, c'est compliqué. On va y venir sur la troisième partie, si tu veux bien, qui sera vraiment comment on accompagne, comment on accueille, comment on fait le tri et comment on concentre 20% de son effort sur 80% des résultats. Avant ça, comment tu connais le momentum? Comment ça se passe? Le momentum, il monte progressivement. C'est quand je comprends déjà la psychologie, qu'on ne peut pas parler mal à des personnes, comme on parlerait, un employeur pourrait s'adresser à ses salariés, même si, parce qu'on est un employeur, on ne doit pas s'adresser mal à ses salariés, mais tu vois, le truc, c'est, il a un CDI, il a une mission, il doit le faire, c'est tout. Sinon, il va bosser ailleurs. Voilà, c'est comme ça. Bon, moi, j'étais comme ça en marketing de réseau à mes débuts, donc ça ne pouvait pas marcher, ça ne pouvait pas fonctionner. Donc déjà, il y a une grosse partie au niveau de la psychologie à ce niveau-là, de ma communication, qui a évolué avec le temps. Dans le moment temps, je ne l'ai pas connu en 15 jours. Hein. J'avoue, je l'ai connu assez rapidement. Le 5 chiffres, je l'ai fait 8-9 mois. D'accord, 8-9 mois. Ouais, mais bon, 8-9 mois, il y en a beaucoup qui auraient arrêté avant moi, parce que je ne gagnais pas d'argent. Et ça a été... je suis passé de l'ombre à la lumière d'un coup pour un changement de psychologie. J'étais vraiment pas coachable, hein, mais vraiment pas. Hein. Donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et donc ça, au niveau de la psychologie, c'est un processus, mais qui a été rapide du moment où j'ai eu le déclic. Ensuite, la méthodologie, je ne la connaissais pas. Je n'avais pas compris, moi, que... bien que les gens procrastinent, j'avais pas compris que les gens mentent, j'avais pas compris que les gens ne sont pas coachables alors que je l'étais pas moi non plus. Vraiment, j'ai compris progressivement aussi. Donc en maîtrisant tout ça, j'ai compris qu'il fallait une vraie méthodologie parce que on dit qu'il faut travailler fort, c'est vrai, mais on dit aussi qu'il faut travailler intelligemment. Travailler intelligemment, c'est quoi? C'est prendre toute la data que nous donne l'industrie. Les 95% des gens de l'humanité procrastinent. Donc je vois pas pourquoi les nôtres ils procrastineraient pas.
Ça, c'est le premier point. Deuxième point, les gens mentent. Ils mentent pas parce que c'est les mauvaises personnes, spécialement. Ils mentent parce qu'ils ont des peurs. Donc il faut apprendre à danser avec ces peurs. Et leur apprendre à danser avec ces peurs. Et ensuite, le troisième point, les gens ne sont pas coachables. J'aurais dû le comprendre rapidement, je ne l'étais pas. Bon, ça a pris du temps, mais après j'ai compris. Mais j'ai compris, il n'y avait pas que moi qui n'étais pas coachable. Sauf qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas coachables, mais qui n'ont pas le mindset nécessaire, ou peut-être l'intelligence ou la remise en question nécessaire pour le devenir. Et ça, c'est un problème. Donc tout ça, c'était un processus. J'ai commencé à faire du 5 chiffres mensuels, 8-9 mois. Maintenant, j'avais vu des gens qui commençaient à avoir du momentum, qui avaient tout perdu. Donc j'étais très frileux au début. On commençait à me dire vends tes sociétés, etc., etc. Je dis pas que j'étais pas. Bon, j'ai commencé à avoir l'idée, mais j'ai pris du temps. J'ai attendu 6 mois vraiment pour voir si le momentum se cassait la figure ou pas, ou s'il se maintenait. Et en fait, non, il ne s'est pas cassé la figure, il ne s'est pas maintenu, il a augmenté. Et là, j'ai décidé de mettre en vente. Une que j'ai vendue très rapidement, une j'ai vraiment galéré. C'était très compliqué, j'ai même perdu de l'argent dans l'histoire. Mais une fois que j'ai été libéré, ça a été, je vous le dis, ça a été la guerre. Hein. Là, c'était parti parce que moi, je bossais 90 heures, 100 heures par semaine. Hein. Pour ça, si vous racontez la belle histoire, vous bossez 35 heures semaine et que c'est la fin du monde et vous ne pouvez pas développer votre marketing de réseau, donc déjà, ça, c'est un mensonge. Et deux, vous mentez à vous-même. Parce que 35 heures, moi, je le dis, hein, j'ai rien contre, je ne fais pas de politique, hein, je vous le dis, je suis pas politique, mais sur les 195 pays que l'ONU recense, la France est le 6e pays qui travaille le moins. Il n'y a que 5 pays au monde avant qui bossent moins que 35 heures. 35 heures pour moi c'est l'apéro, et on ne peut pas dire, il n'y a pas un humain qui peut dire sur cette planète qui travaille trop en travaillant 35 heures, quand tu sais qu'il passe 5 heures par jour sur Netflix, sur les réseaux sociaux, à bader la vie des autres. Oui, là je m'emballe, excusez-moi. Ah non, mais c'est mon côté rouge. C'est important de rentrer dans ton mindset, ta façon de voir les choses. Non, mais je suis un peu radical, c'est vrai, quand je dis les trucs, mais je le pense sincèrement. Et en plus, ça me fait mal au cœur pour les gens. En fait, c'est une souffrance quelque part. Quand je commence à partir dans mes délires comme ça, c'est quelque part une souffrance qui ressort. Ça me fait mal au cœur de voir l'état de la vie des gens où ils espèrent après des gouvernements, alors que les gouvernements ils n'ont rien à foutre d'eux, et ils espèrent après les gouvernements de changer leur vie. Non, moi je vous le dis, les années où j'ai gagné le plus d'argent, c'est quand on a eu le pire président de la 5e République. Je vous laisse deviner, il sortait la nuit en scooter. Donc si ça dépendait de lui pour gagner de l'argent, vous avez bien compris, j'en aurais pas gagné beaucoup. Donc ça dépend pas, ça dépend de vous, c'est tout. Comment tu as fait? On arrive sur le merci pour ce dialogue à cœur ouvert. Voilà, donc, à cœur un rouge vif, un cœur rouge qui s'exprime, et c'est bien, c'est ce qu'on voulait. Comment tu accompagnes justement des gens? Quel conseil que tu peux donner quand toi tu es rouge et que tu as quelqu'un qui n'est pas rouge? Rouge à un rouge, c'est facile. Rouge à un pas rouge, c'est plus compliqué. Et ça, je peux vous comprendre si vous le viviez. Et c'est pour ça que j'avais une grande difficulté, parce que beaucoup ne sont pas rouges. Et beaucoup se prétendent rouges et ils ne le sont pas, d'ailleurs. Alors moi j'avais un cerveau collectif, tu sais on parle souvent d'un cerveau collectif, c'est-à-dire que par exemple les oursins, ceux qui réfléchissent beaucoup, qui recherchent beaucoup la perfection avant d'agir, eh bien... C'est les vers au niveau de la voilà, le ver que moi j'appelle l'oursin, et j'avais beaucoup de mal avec eux. Ça a été vraiment le challenge mais j'ai réglé le problème rapidement. C'est-à-dire que moi, dans mon réseau, j'avais sympathisé avec un gars, Patrick. Alors lui, un vrai vert, un vert fluo. Voilà, c'est-à-dire là, tu peux t'accrocher d'être plus vert que lui. J'ai jamais connu d'ailleurs plus vert que lui. C'est impossible. Et en fait, moi, j'avais créé un cerveau collectif, tu vois. Et quand j'avais des verts en face de moi, je leur présentais Patrick. Alors, il était tellement vert que même les verts normaux, ils abandonnaient. Tu vois, il disait, non, c'est bon, on a compris, on est marre. C'est bon, non, c'est bon. Non, les infos. Lui, il donnait plus que des infos, tu vois. C'était une encyclopédie. Il donnait tout. Tu repartais avec l'USB, tu repartais avec une tonne de papier. Même si ça lui coûtait l'argent, il voulait que tu repartes avec toutes les infos. Et en fait, j'ai compris, déjà, dans le premier point, c'est que on a de tout dans notre, tu l'as dit tout à l'heure, mais on a un dominant. On a tous du vert, du jaune, du bleu, du rouge, etc. Mais on a toujours un dominant et ça évolue avec le temps. Et en fait, j'ai compris qu'il fallait que je m'adapte, que j'adapte ma communication
avec les gens. Alors bon, moi j'ai passé un diplôme en programmation neurolinguistique, tu vois, à Toulouse d'ailleurs, face à la FNAC à Place Wilson. Et ça m'a aidé beaucoup, justement, au niveau de la communication, d'apprendre justement à communiquer avec différents profils. Et je me suis retrouvé dans mon réseau avec des gendarmes, des flics, des gens de l'éducation nationale, des gens, des salariés, des gens au RSA, des étudiants, des mères au foyer, des chefs d'entreprise, des SDF. J'ai eu de tout, hein, mais vraiment de tout, parce que j'ai réussi avec du travail, vraiment, parce que le chantier était important, il y avait un gros chantier. Mais j'ai réussi vraiment à créer un gros réseau et diversifié, vraiment. Et ça a été ça. Et c'est pas évident, quand tu es rouge, de t'adresser à un vert, c'est très compliqué au début, mais il faut faire l'effort. Votre rôle, c'est d'apprendre. Votre rôle, c'est... vous devez grandir vous-même. Donc à travers le déf-perso, moi c'est le déf-perso qui m'a changé ma vie. Le déf-perso, ça change ma vie. Moi je l'ai découvert dans le marketing réseau, mais ça a changé ma vie. D'ailleurs, je le dis, au lieu d'apprendre du latin, deuxième langue morte à l'école, qui sert à rien, à part si tu veux faire des études au Vatican, je veux dire, à part ça, ça sert à rien. On a mieux qu'ils apprennent du dev perso à l'école, l'éducation financière à l'école, que toutes les conneries qu'ils apprennent. Hein. Oui. Je pense que la France se porterait mieux. Encore un autre. Donc ça, c'était comment toi tu fais avec des couleurs différentes. Mais comment, quand tu n'es pas rouge, comment tu animes un rouge? Comment tu le mets en mouvement? Un rouge, c'est très simple. Tu ne le fais pas partir. Un rouge pour un rouge. Tu parles d'un rouge pour un rouge? Quand tu n'es pas rouge. Ah, quand tu n'es pas rouge. Tu vois, alors, si. Dans l'autre sens. Alors, ça, je l'ai eu souvent, cette question, et je l'ai eu. Ça s'est vraiment passé. Donc, vous pouvez réussir, parce que souvent, les gens, ils ont peur, ils se disent, oui, mais tu comprends, je ne suis pas rouge, je ne peux pas réussir. C'est une erreur. Voilà. Et c'est là où la stratégie rentre en question. La stratégie et la psychologie. En fait, il faut déjà apprendre la communication d'un rouge. On peut ne pas être rouge, mais il faut savoir s'adresser à un rouge. Je veux dire, par exemple, toi, tu as appris l'anglais, tu parles anglais couramment, mais tu veux t'adresser à des Américains, tu as appris l'anglais. Voilà. C'est aussi simple que ça. Tu veux t'adresser à des Chinois, tu apprends le chinois. Eh bien, tu veux t'adresser à un vert, tu apprends leur langage. T'apprends, tu comprends. Déjà, tu essaies de comprendre, même si c'est pas évident, tu essaies de comprendre et tu adaptes ta communication à un vert. Et c'est exactement ça que je me suis enseigné à moi-même et que j'ai enseigné à mes équipes. Parce que j'avais aussi beaucoup de rouges qui avaient la même problématique. C'est-à-dire, ils ne savaient pas comment faire avec des gens qui étaient verts, même jaunes, ou, etc., ou bleus. Et le plus dur, c'est avec les verts. Et donc là, qu'est-ce que vous devez faire? Bien, vous pouvez, par exemple, être vous un vert, mais vous pouvez positionner des rouges dans votre réseau aussi, en vous adaptant à leur communication et en utilisant les mots-clés pour les faire avancer. Et donc, en fait, votre stratégie en tant que vert, par exemple, pour vous adresser à des rouges, c'est apprenez leur communication, à quoi ils réagissent, en fait, et utiliser, parce que tu peux être vert, mais tu peux malgré tout utiliser des mots, des phrases qui vont impacter des rouges. Par exemple, un rouge, qui serait un requin, on dira, même si bon, j'aime pas trop ce mot, quand tu présentes le business, parle-lui d'argent. Ça va le faire vibrer. Hein. Alors, crois-moi, il y a un truc comme ça. Moi, j'avais les chefs d'entreprise, je ne perdais pas de temps. Hein. On allait droit au but. Hein. Voilà. Et ça, l'argent, pour lui, pour un rouge, c'est important. C'est ce qui va le pousser au challenge, à se surpasser, à se dépasser, etc. etc. Donc, adaptez votre communication. C'est simple, vous allez sur Google, quelle est la communication d'un rouge? Tu as tous les éléments, et bien tu les adaptes. C'est pas parce que tu es un vert que tu ne peux pas t'adapter à ça. Ça, c'est le premier point. Et puis ensuite... parce que je le sais que ça, moi en coaching, ça revient très souvent. Oui, mais moi, tu comprends, je suis pas rouge, je peux pas réussir. Non, c'est faux, c'est faux. Par contre, tu peux, parce qu'il y a des gens, le problème, ils se disent, ils ne sont pas compétiteurs, ils ne sont pas challengers. Donc pour cela, ils pensent qu'ils peuvent pas réussir. Mais non, c'est pas vrai. Entoure-toi de compétiteurs, parraine des compétiteurs, utilise la communication qui va impacter les compétiteurs. Crée-toi un réseau avec des compétiteurs et tu vas performer, je te rassure. Hein. Et tu ne le sauras pas, en plus. Et en plus, ils vont encore plus t'apprécier parce qu'ils vont ressentir au fond d'eux que tu ne veux pas leur faire de l'ombre. Et oui, c'est ça. L'avantage du vert, c'est qu'il ne veut pas faire d'ombre au rouge. Et le rouge, il aime bien ça. Le rouge, il aime bien les verts. Et ça, c'est la force du vert. Alors que le rouge entre rouge, bon... ça fait des étincelles des fois. Donc, mais ta force à toi qui est vert, si tu m'écoutes, c'est ça. Et donc, entoure-toi de rouge,
utilise la bonne communication avec eux, et en plus de ça, ils vont jamais ressentir que tu veux les étouffer. Et donc, ils vont te considérer comme une upline exceptionnelle. Merci Michel. Tu es aujourd'hui un coach dans cette industrie-là. Ouais. Comment tu l'as vu évoluer au niveau de la décennie précédente. Comment tu vois la prochaine décennie? Comment tu vois l'évolution de cette industrie, de ce secteur? Alors, je la vois positive, je la vois aussi négative. Je suis franc. Hein, je pense que, on en a déjà parlé avec Richard, donc je vais en reparler. Positive parce que bon, il n'y a pas si longtemps que ça, l'industrie faisait même pas 100 milliards. On est déjà à plus de 220 milliards. L'inflation, l'économie mondiale, enfin tout fait qu'il y a de plus en plus de gens qui se lancent. D'ailleurs, je te l'ai dit, depuis les 6 à 8 derniers mois, je n'ai jamais vu autant, mais vraiment, hein, de gens se lancer dans l'industrie. C'est impressionnant le nombre de gens qui se lancent dans l'industrie du marketing de réseau actuellement. C'est fou. Et c'est dû justement à la crise, parce qu'il y a un véritable besoin. Donc ça, c'est le premier point. Et donc, c'est une industrie qui va... Il y aura de plus en plus d'humains, forcément, et de plus en plus aussi de compagnies, mais ça se démocratise de plus en plus, et puis les gens n'ont plus le choix. Je veux dire, à un moment donné, on ne va pas se mentir, les gens n'ont plus le choix. Vous savez, quand on nous juge souvent quand on fait du marketing de réseau, on nous dit, bon, vous savez tout ce qu'on dit sur le marketing de réseau, mais si on est honnête avec nous-mêmes, ce n'est pas le marketing de réseau qui a un problème, c'est le système traditionnel. Soyons honnêtes. On parlait tout à l'heure d'Albert Einstein qui disait le principe de la folie, c'est de recommettre à chaque fois la même chose en pensant que ça va changer. Mais le système traditionnel aujourd'hui, il est gangréné, il n'a pas un genou à terre, il en a deux. Donc en fait, si je comprends bien, le principe de la folie, ce serait de continuer dans le système traditionnel, à pousser les gens à s'endetter, à avoir des diplômes, qui ensuite ils ne trouvent pas un job qui correspond à ce que leur a proposé ou qui correspond à leur diplôme. Voilà. C'est ça le principe de la folie en fait. Alors que la réalité, c'est que le marketing de réseau ne fait qu'exploser. On ne connaît pas la crise. C'est une industrie qui est incroyable, qui sort plus de millionnaires depuis les 10 dernières années, toute industrie confondue. On est dans la bonne industrie, ce n'est pas un souci. Par contre, le côté négatif, moi qui me pose problème, parce que je l'ai vu évoluer avec et sans, c'est les réseaux sociaux. C'est-à-dire que je ne dis pas que les réseaux sociaux, c'est pas une bonne chose. Ça a été une bonne chose pour plein de choses. C'est une bonne chose pour plein de gens qui sont dans différentes compagnies, dans les produits, des trucs comme ça. Mais il y a plein de gens qui se sont perdus. Aujourd'hui, ils font plus de marché chaud, alors que ça s'appelle quand même marketing relationnel. Il ne faut pas l'oublier quand même. Bon, ils font plus de marché. Et comme ils sont parrainés en marché froid, ben, ils dupliquent un marché froid. Le premier truc. Et puis aujourd'hui, on te propose des opportunités tous les jours, voire 2 fois par jour. Donc voilà pourquoi il y a les bons côtés, les mauvais côtés. Je pense qu'il faut faire attention aussi dans voilà, où on va. Je vais vous raconter l'anecdote, je vais la raconter à Richard. Il y a quelques années, il y a un gars qui vient me voir sur Messenger, il me dit « Qu'est-ce que tu penses de telle compagnie ?» Je vais vous le dire, get easy. On ne perd pas de temps, vous irez voir. J'ai dit, ben, c'est une escroquerie, c'est un Ponzi, tout simplement. Je lui ai dit, un enfant de 4 ans le verrait. Bon, voilà. Ah bon, t'es sûr? Ben oui, tu me demandes, donc je te le dis. Bon, on coupe court à la conversation. Il revient 1 an et demi après. Il dit, Michel, t'avais raison, j'ai perdu 12 000 euros. Je dis, mais pourquoi tu m'as pas écouté? Tu m'as demandé, pourquoi tu m'écoutes pas? Tu les aurais pas perdu tes 12 000 euros. Voilà, le problème, il est là. Le problème, c'est que il faut faire très attention. L'herbe, très souvent, elle n'est pas plus verte ailleurs, je vous le dis de suite. Elle est verte là où on l'arrose, hein, déjà, premier truc. Donc si tu ne l'arroses pas là, tu ne l'arroseras pas là-bas, déjà. Mais surtout, il y a des gens, ils veulent vous utiliser, vous manipuler, parce qu'eux-mêmes, seuls, ils ne sont pas capables de faire le job que vous allez faire, déjà. Et deuxièmement, ils vous donnent des mauvaises directions. C'est pour ça que vous êtes dans une compagnie qui a pignon sur rue, avec Richard, je vous le dis sincèrement, vous êtes là où il faut être. Il y a de l'éthique, des valeurs, la méthodologie, stratégie, il y a tout ce qu'il faut, la psychologie. Merci pour ce moment que tu viens de nous offrir. Avec grand plaisir. Et avec Michel, plus que jamais, on vous donne rendez-vous au sommet, en sachant que la façon de monter comptera plus que le niveau atteint. Ouais, et puis, lâchez rien et arrêtez les excuses. C'est le moment d'agir, c'est le moment de passer à l'action. À très bientôt.